Elle était milliardaire, mais a passé Noël dans une solitude totale. Un geste inattendu d'une petite fille a tout changé. Ce qui s'est passé ensuite et pourquoi cette nuit est devenue le début d'une nouvelle vie, découvre-le dans cette histoire. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire de quelle ville tu regardes. La neige tombait ce soir-là sur Boston en nappes épaisses et régulières, comme si le ciel avait décidé d'étouffer la ville sous une couverture silencieuse. Les rues, habituellement animées, semblaient devenir des couloirs de lumière où les pas se faisaient rares et feutrés. Les vitrines brillaient de guirlandes dorées, les sapins décorés se reflétaient dans les vitres, et partout l'air portait cette promesse particulière de Noël, celle d'un moment partagé, d'une chaleur que l'on croit universelle. Pourtant, au cœur de cette douceur hivernale, il existait un endroit où la fête semblait s'être arrêtée net, comme retenue à la frontière d'une table près de la fenêtre. À l'intérieur du restaurant, l'atmosphère contrastait avec le froid extérieur. Les panneaux de bois sombres, patinés par les années et les habitudes, absorbaient la lumière chaude des lampes sous leurs abat-jours en tissu. Les rires montaient en vagues, se mêlant au tintement des verres et au murmure des conversations. Des enfants se penchaient avec impatience vers les desserts. Des couples se rapprochaient pour échanger des mots que le brouhaha rendait secrets, et les serveurs se faufilaient entre les tables avec l'agilité de ceux qui savent qu'ils courent au service du bonheur des autres. Tout semblait à sa place, comme dans une scène soigneusement répétée chaque année. Près de la fenêtre, cependant, une femme était assise dans une immobilité presque irréelle. Evelyn Harding avait 72 ans, et son visage portait les marques d'une vie passée à décider, à construire, à tenir bon. Ses cheveux gris étaient rassemblés avec soin, chaque mèche à sa place, et un blazer coûteux reposait sur ses épaules maigres. Ses jambes immobiles étaient comme posées sur le repose-pièce de son fauteuil roulant. Devant elle, une assiette raffinée présentait une viande délicatement préparée et une garniture élégante. Mais la vapeur s'était dissipée depuis longtemps. La nourriture avait refroidi, comme si elle aussi avait renoncé à attendre. Evelyn ne touchait pas à ses couverts. Son regard était fixé sur la chaise vide en face d'elle, une chaise qui, ce soir-là, pesait plus lourd que toutes les autres présences du restaurant. Autour d'elle, les familles vivaient leur instant de grâce, mais pour Evelyn, ce décor semblait appartenir à un autre monde. Elle observait les gestes simples, les mains qui se frôlaient, les épaules sur lesquelles on se reposait sans réfléchir, et elle sentait un écart infranchissable se creuser. La chaise vide devenait un rappel cruel de ce qui n'était plus. En la regardant, elle glissait malgré elle vers un souvenir qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à repousser. 5 ans plus tôt, une nuit semblable, la route était devenue traîtresse sous une fine couche de glace. Les phares d'une voiture avaient surgi trop vite, trop près, et le choc avait tout interrompu. Il y avait eu le bruit, un éclat violent, puis le blanc aveuglant des lumières de l'hôpital. Elle se souvenait de l'odeur désinfectée, du froid des draps, et surtout de la voix du médecin, calme et irrévocable. Son mari n'avait pas survécu. Quant à elle, elle ne se relèverait jamais comme avant. Cette nuit-là, elle avait perdu l'homme avec qui elle avait partagé des décennies de vie et la liberté de son propre corps. Les années suivantes avaient été remplies de rééducation, de rendez-vous médicaux et surtout d'un silence oppressant dans son vaste appartement. Un silence qui résonnait bien plus fort que le bruit du monde extérieur. Sur la table, à côté de son assiette intacte, reposait son téléphone. Evelyn y jetait des regards furtifs, comme si elle espérait encore une vibration, un signe tardif. Mais l'écran restait obstinément calme. Aucun appel, aucun message, si ce n'était un bref souhait envoyé plus tôt par son fils, une phrase polie et distante, semblable à celle qu'il envoyait chaque année. Il avait construit sa vie loin d'elle, toujours pris par ses responsabilités, toujours promettant qu'il serait plus présent l'année prochaine. Evelyn s'était habituée à se convaincre que c'était normal, que le monde fonctionnait ainsi, que le travail et les obligations justifiaient l'éloignement. Pourtant, ce soir-là, entourée de tant de familles, ces justifications perdaient leur force. Chaque rire autour d'elle semblait souligner un peu plus son isolement. Elle tendit la main vers son sac pour régler l'addition, et c'est alors qu'elle remarqua le tremblement léger de ses doigts. Ce n'était pas de la peur, mais une fatigue profonde, celle qui s'installe lorsque l'on a trop longtemps porté seul un poids invisible. En cherchant son portefeuille, elle sentit sous ses doigts un petit objet dur qu'elle reconnaissait immédiatement.
C'était l'alliance de son mari. Elle la gardait toujours avec elle, à la fois comme un talisman et comme une punition silencieuse. Ils avaient bâti ensemble des empires, signé des contrats, accumulé des fortunes, et tout cela lui semblait désormais d'une inutilité presque absurde face à l'évidence de ce moment. Il n'y avait personne pour lui dire simplement qu'elle n'était pas seule. Evelyn porta une serviette à son visage pour masquer les larmes qui montaient, fidèle à cette habitude de contrôle qui avait façonné toute sa vie. C'est alors qu'une présence inattendue s'arrêta près de sa table. Une petite fille d'environ 6 ans se tenait là, emmitouflée dans un manteau visiblement trop léger pour la saison. Ses joues étaient rouges du froid, des mèches de cheveux s'échappèrent de ses tresses sous son bonnet, et son regard était étonnamment direct. Il n'y avait ni pitié ni gêne dans ses yeux, seulement une attention sincère, comme si elle voyait quelque chose que les adultes préféraient souvent ignorer. Derrière elle se tenait un homme d'une trentaine d'années, le visage marqué par la fatigue, une barbe soigneusement entretenue, mais qui trahissait des journées trop longues. Il portait une chemise à carreaux bon marché et un jean usé par le travail. Il tenta aussitôt de tirer la petite fille vers lui, murmurant des excuses à Evelyn avec un air embarrassé. Mais l'enfant résista doucement, ancré dans sa décision. Sans un mot, elle s'approcha de la table et posa devant Evelyn une petite carte faite de papier coloré. Le dessin était maladroit, des personnages se tenant par la main, mais il était rempli d'une sincérité désarmante. À l'intérieur, quelques mots étaient écrits avec application, des lettres irrégulières mais lisibles. La famille, c'est l'amour. Cette carte, la petite fille l'avait préparée pour son père, mais à cet instant précis, elle avait décidé qu'elle appartenait à cette femme seule dans son fauteuil. L'homme, visiblement gêné, expliqua qu'il s'était trompé d'endroit. Ils avaient prévu de fêter Noël dans une petite cafétéria bon marché, quelque chose de simple, juste pour marquer le coup. En voyant les prix du restaurant, ils avaient compris qu'ils n'étaient pas à leur place et s'apprêtaient à repartir pour rentrer chez eux, probablement pour un dîner modeste. Mais sa fille avait aperçu Evelyn à travers la vitre et avait insisté pour s'arrêter. Il parlait avec cette dignité discrète de ceux qui ont appris à avancer sans attendre de faveur, même lorsque la vie se montre particulièrement dure. En écoutant ces mots, Evelyn sentit quelque chose se fissurer en elle. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un s'était approché d'elle sans connaître son nom ni sa fortune. La petite fille avait simplement vu une femme seule. Cette évidence bouleversa Evelyn plus que toutes les paroles de consolation qu'elle avait pu entendre auparavant. Elle prit une inspiration profonde et, presque sans réfléchir, proposa à l'homme et à l'enfant de se joindre à elle. Elle expliqua que la nourriture était trop abondante, qu'elle ne voulait pas manger seule, et surtout qu'elle avait besoin de compagnie en cette soirée. L'homme refusa d'abord, par fierté et par gêne, mais le visage illuminé de la petite fille rendit toute résistance difficile. Ils finirent par s'asseoir. Un serveur apporta de nouveaux menus, et l'homme eut un léger sursaut en voyant les prix, un détail qu'Evelyn remarqua aussitôt. Elle insista calmement, précisant que ce n'était pas une aumône, mais une demande, son souhait pour ce soir de fête. Alors que la conversation commençait timidement, Evelyn sentit quelque chose changer autour de cette table. La chaleur qui régnait dans le restaurant semblait enfin atteindre son cœur. Pour la première fois ce soir-là, Noël ne se déroulait plus seulement autour d'elle. Il commençait à exister pour elle. Lorsque le serveur revint avec de nouveaux menus et les posa devant eux, Marcus sentit immédiatement une tension familière se nouer dans sa poitrine. Les chiffres imprimés sur les pages semblaient trop grands, trop nets, comme s'il criait qu'il n'avait rien à faire là. Il essaya de masquer son malaise, redressant légèrement les épaules, mais son regard trahit un instant de panique qu'Evelyn remarqua sans difficulté. Elle connaissait cette réaction, non pas par manque d'argent, mais par excès. Elle avait vu des milliers de visages se figer ainsi, de l'autre côté du pouvoir. Cette fois pourtant, elle ne ressentit ni gêne ni supériorité, seulement une compréhension calme et presque tendre. Elle posa doucement sa main sur le menu, comme pour en neutraliser le poids, et répéta que ce dîner n'était pas une faveur. C'était son souhait, son choix, et surtout sa manière de ne pas passer cette soirée seule. Marcus hocha la tête, encore hésitant, partagé entre son orgueil et le désir de ne pas décevoir sa fille. Lily, elle, ne se souciait ni des prix ni des convenances. Elle regardait autour d'elle avec cette curiosité pure qui transforme chaque détail en découverte. Les lumières, les nappes blanches,
Les verres étincelants lui semblaient appartenir à un monde nouveau, mais elle les observait sans envie ni crainte, simplement avec émerveillement. Peu à peu, la conversation s'installa. Lily posa des questions simples, parfois maladroites, parfois drôles, et chaque réponse arrachait à Evelyn un sourire qui n'avait rien de calculé. La fillette parlait de tout et de rien, commentant le dessert aperçu sur une autre table, racontant comment elle avait aidé son père à préparer la carte qu'elle venait d'offrir. Evelyn se surprit à rire doucement, un son qui lui semblait presque étranger, tant il avait été absent de ses soirées ces dernières années. Autour d'eux, le restaurant poursuivait son murmure. Mais à cette table, quelque chose de plus intime prenait forme. Marcus finit par parler de lui, presque malgré lui, comme si la sincérité de ce moment l'y poussait. Il expliqua qu'il était menuisier, spécialisé dans la restauration de vieilles maisons. Il aimait travailler le bois, comprendre son âge, son histoire, réparer sans effacer les traces du temps. Ses mains, légèrement abîmées, racontaient de mieux que ses mots les années passées à redonner vie à des escaliers, des portes, des poutres oubliées. Il prenait tous les contrats qu'il pouvait, parfois mal payés, parfois épuisants, mais il continuait parce qu'il n'avait pas le luxe de choisir. Sa voix se fit plus grave lorsqu'il évoqua sa femme. Elle était tombée malade longtemps avant de mourir, et la maladie avait lentement grignoté leur quotidien. Marcus parlait sans pathos, comme s'il avait appris à économiser ses émotions pour survivre. Les factures médicales, pourtant, continuaient d'arriver, même après les funérailles, comme si la mort elle-même n'était pas un argument suffisant pour arrêter la machine. Evelyn sentit une colère sourde monter en elle, une indignation qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Elle connaissait ces chiffres, ces systèmes, ces lettres impersonnelles qui broyaient des vies sans jamais en voir les visages. Lily intervint alors, parlant de sa mère avec une simplicité qui coupa court à toute tentative de tristesse excessive. Elle expliqua que sa maman n'était pas vraiment partie, qu'elle était juste ailleurs, différemment. Elle le disait avec une conviction tranquille, sans l'ombre d'un doute. Evelyn sentit ses yeux se brouiller à nouveau, mais cette fois, les larmes n'étaient pas seulement liées à la douleur. Il y avait dans les paroles de cet enfant une sagesse involontaire, une capacité à accepter l'absence sans renoncer à l'amour. Elle comprit à cet instant que Lily était le pilier invisible qui avait permis à Marcus de tenir debout. Quand vint le tour d'Evelyn de parler, elle le fit sans se réfugier derrière son nom ou son statut. Elle raconta comment elle avait bâti son entreprise à partir de presque rien, comment chaque succès avait été une bataille gagnée à force de volonté et de sacrifice. Elle parla des soirées manquées, des anniversaires oubliés, des moments qu'elle avait toujours remis à plus tard. Son fils revenait souvent dans ses pensées, ce garçon qu'elle avait tant aimé et si peu vu grandir. Elle admit que sa force avait aussi été sa faiblesse, que son besoin de contrôle avait peu à peu remplacé sa capacité à être simplement présente. L'accident revint naturellement dans son récit, non plus comme un choc brutal, mais comme une réalité intégrée. Elle expliqua comment, en une nuit, tout ce qu'elle croyait solide s'était effondré. Son mari disparut, son corps trahi, et cette impression persistante que la vie continuait ailleurs, sans elle. Elle ne cherchait pas la pitié, seulement à dire la vérité, une vérité qu'elle n'avait presque jamais partagée. Marcus l'écoutait avec attention, conscient que derrière cette femme riche et puissante se cachait une solitude qu'il connaissait trop bien. À un moment, Lily se mit à fredonner doucement un chant de Noël. Sa voix était fine, un peu hésitante, mais elle emplissait l'espace avec une sincérité désarmante. Peu à peu, le bruit du restaurant diminua. Les conversations s'éteignirent, les regards se tournèrent envers cette petite fille qui chantait sans se soucier d'être entendue. Marcus, après une seconde d'hésitation, se joignit à elle, sa voix plus grave venant soutenir celle de sa fille. Evelyn sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas une performance, ni un moment orchestré, mais une parenthèse de vérité qui rendait tout le reste superflu. Lorsque le chant se termina, un silence respectueux s'installa avant que le restaurant ne reprenne doucement vie. Les sourires échangés autour d'eux semblaient dire que chacun avait été touché, même brièvement. Evelyn comprit alors que ce qu'elle ressentait n'était pas seulement de la gratitude, mais une forme de renaissance discrète. Elle n'était plus spectatrice du bonheur des autres. Elle en faisait partie, ne serait-ce que pour cette soirée. Le moment de se séparer arriva trop vite.
Lily se leva de sa chaise et, sans hésiter, entoura Evelyne de ses bras. Le contact était naturel, évident, comme s'il avait toujours été là. Evelyne inspira profondément, s'imprégnant de cette chaleur nouvelle, de cette odeur d'enfance et de tissu, et elle sut qu'elle garderait ce souvenir longtemps. À l'entrée du restaurant, elle donna sa carte à Marcus et lui demanda de venir la voir le lendemain pour prendre un café. Elle précisa qu'elle souhaitait discuter de quelque chose d'important. Marcus reconnut alors son nom, et la surprise le laissa un instant sans voix. Tout cela lui paraissait trop grand, trop éloigné de sa réalité quotidienne. Pourtant, le sourire de Lily à l'idée de revoir grand-mère Evelyne acheva de le convaincre d'accepter. Cette nuit-là, Evelyne dormit à peine. Les lumières de la ville défilaient devant ses yeux, et pour la première fois depuis longtemps, ses pensées n'étaient pas uniquement tournées vers le passé. Elle demanda à son assistante de rassembler quelques informations sur Marcus avec discrétion et respect. Le lendemain, un dossier l'attendait. Il ne contenait ni scandale ni faute, seulement des chiffres implacables, des dettes lourdes, un crédit affaibli, un logement modeste, des revenus irréguliers. Elle lut aussi les lettres de refus, ces phrases froides évoquant un manque d'adéquation culturelle ou la préférence pour un autre candidat. En parcourant son portfolio, elle découvrit un artisan méticuleux, capable de redonner leur âme à des bâtiments anciens. À mesure qu'elle avançait dans sa lecture, une certitude s'imposa à elle. Ce qu'elle avait entre les mains n'était pas un problème à régler, mais une valeur ignorée à révéler. Lorsqu'elle leva les yeux de ce dossier, Evelyne sut que la rencontre de la veille n'était pas un hasard. Elle n'avait pas seulement partagé un dîner, elle avait ouvert une porte. Et cette porte, désormais, elle avait l'intention de la franchir. Le lendemain, lorsque Marcus et Lily franchirent le seuil du penthouse d'Evelyne, ils eurent l'impression d'entrer dans un espace suspendu au-dessus de la ville. Les baies vitrées offraient une vue étendue sur Boston, où les immeubles semblaient miniatures sous la lumière pâle de l'hiver. Tout était vaste, ordonné, silencieux. Marcus marcha avec précaution, conscient de ses chaussures usées sur le sol impeccable, tandis que Lily avançait sans retenue, guidée par cette curiosité spontanée qui lui faisait oublier toute notion de distance sociale ou de convenance. Evelyne les accueillit avec un sourire discret, mais sincère. Elle observa leur retenue, leur manière de se tenir un peu trop droit, comme s'ils craignaient de déranger. Elle connaissait ce sentiment, l'ayant vu tant de fois chez ceux qui n'étaient pas habitués à ces lieux. Lily, en revanche, ne tarda pas à apercevoir le piano à queue qui occupait un coin du salon. Ses yeux s'illuminèrent, et elle resta un instant immobile, fascinée, avant de se tourner vers Evelyne pour demander, presque en chuchotant, si elle pouvait s'en approcher. Evelyne acquiesça, lui demandant seulement de faire attention. La fillette posa alors ses doigts sur les touches, produisant des notes hésitantes qui résonnèrent dans l'espace, et éclata de rire à chaque son nouveau, comme si le piano lui répondait. Pendant que Lily explorait l'instrument, Evelyne invita Marcus à s'asseoir. Elle entra rapidement dans le vif du sujet, fidèle à sa nature directe. Elle lui dit qu'elle s'était renseignée sur son parcours, qu'elle connaissait ses difficultés et son travail. Marcus sentit une crispation le traverser. L'idée que sa vie ait été réduite à un dossier le mettait mal à l'aise. Il s'attendait à une proposition vague ou à une forme de charité qu'il n'était pas prêt à accepter. Pourtant, le ton d'Evelyne n'avait rien de condescendant. Elle parlait avec un respect évident, comme si elle s'adressait à un égal. Elle lui expliqua qu'elle envisageait de créer un nouveau département au sein de son entreprise, dédié à la restauration et à la préservation du patrimoine. Elle insista sur le fait qu'il ne s'agirait pas d'un projet symbolique ou secondaire, mais d'une structure à part entière, dotée de moyens réels et d'une liberté d'action rare. Puis elle prononça les mots qui laissèrent Marcus sans voix. Elle souhaitait qu'il prenne la direction de ce département. Elle avait vu dans son travail une compréhension profonde des matériaux, une capacité à respecter l'histoire, tout en répondant aux exigences du présent. Elle ne cherchait pas un gestionnaire de plus, mais quelqu'un qui savait faire, décider et assumer. Marcus tenta de refuser, arguant qu'il n'était pas fait pour le monde des grandes entreprises, qu'il ne possédait ni les diplômes ni les codes nécessaires. Il expliqua qu'il ne voulait pas être un bénéficiaire de bonne volonté, encore moins un symbole. Evelyne l'écouta sans l'interrompre, puis répondit avec calme. Elle lui rappela qu'il gérait déjà bien plus qu'il ne le croyait, qu'il avait maintenu sa famille à flot dans des conditions difficiles,
qu'il avait pris des décisions lourdes, sans soutien ni filet de sécurité. Elle lui exposa les conditions de l'offre, sans détour, évoquant le salaire, la couverture médicale et la possibilité de régler enfin les dettes accumulées pour soigner sa femme. Elle parla aussi de l'avenir de Lily, d'un fonds destiné à son éducation, non comme un cadeau, mais comme un investissement dans le potentiel qu'elle voyait en eux. Marcus resta silencieux un long moment. Il regarda sa fille, absorbée par le piano, et sentit le poids de la responsabilité peser sur lui. Il accepta finalement, à une condition, que l'on soit honnête avec lui, que l'on ne lui accorde aucun traitement de faveur et que l'on lui dise clairement s'il échouait. Evelyn hocha la tête, promettant exigence et franchise. À cet instant, un accord tacite se scella entre eux, fondé non sur la gratitude, mais sur le respect mutuel. Le premier jour de Marcus au siège de l'entreprise fut rude. Les regards curieux et parfois sceptiques des cadres supérieurs l'accompagnèrent dès son entrée. Lors des réunions, certains s'adressaient à lui avec une politesse distante, d'autres avec une condescendance à peine voilée. Le directeur financier en particulier posa des questions incisives, cherchant à exposer la moindre faille dans son discours. Des murmures circulaient, suggérant que la décision d'Evelyn était motivée par l'émotion plutôt que par la raison. Marcus sentit l'envie de fuir l'envahir, la tentation de retourner à une vie plus simple, même si elle était plus dure. Evelyn mit rapidement fin à ces spéculations. Lors d'une réunion tendue, elle se leva, s'appuyant sur sa canne, et rappela fermement que cette nomination était son choix. Elle n'exigeait pas de la compassion, mais une reconnaissance des compétences. Son intervention ne fit pas taire toutes les critiques, mais elle établit une ligne claire que personne n'osa franchir ouvertement. Marcus se plongea alors dans le travail. Son premier projet concernait un ancien bâtiment de la fin du XIXe siècle, abandonné depuis des années. Il passa des heures à consulter des archives, à étudier des plans d'origine, à comprendre l'intention des architectes de l'époque. Il réunit des historiens, des ingénieurs, dialogua avec les autorités locales pour élaborer un plan qui préserverait l'âme du lieu tout en le rendant fonctionnel et accessible. Il insista pour intégrer des aménagements adaptés aux personnes à mobilité réduite, conçus avec discrétion, comme s'ils avaient toujours fait partie de la structure. Les réunions restaient parfois difficiles. Marcus était interrompu, testé, remis en question. Il répondait avec précision, expliquant chaque choix, chaque coup, chaque compromis. Peu à peu, les résultats parlèrent pour lui. Le chantier avançait plus vite que prévu, les dépenses étaient maîtrisées et les problèmes étaient résolus sur place sans interminables échanges bureaucratiques. Il lança également un programme d'apprentissage, offrant à de jeunes talents issus de quartiers défavorisés une chance d'apprendre un métier. Certains dirigeants qualifièrent cette initiative d'idéalisme naïf, mais les apprentis démontrèrent rapidement leur valeur, apportant une énergie nouvelle au projet. Marcus voyait dans leur progrès une confirmation silencieuse de ses convictions. Malgré ses succès, la pression persistait. Le directeur financier continuait de le surveiller, rappelant à demi-mot qu'Evelyn n'était pas éternelle et que son soutien pouvait disparaître. Ces insinuations troublaient Marcus, mais il se souvenait des paroles d'Evelyn et poursuivait son travail avec détermination. Il savait désormais que cette chance devait être méritée chaque jour, non seulement pour lui-même, mais pour prouver que la confiance accordée pouvait transformer bien plus qu'une carrière. Le temps passa, et avec lui les saisons se succédèrent, sans que Marcus ne s'en rende vraiment compte. Les journées se remplissaient de réunions, de visites de chantier, de décisions à prendre rapidement et de responsabilités nouvelles. Pourtant, malgré l'intensité du travail, une tension sourde demeurait, comme un fil invisible prêt à se rompre. Le directeur financier, toujours attentif, continuait d'exiger des rapports détaillés, de poser des questions qui semblaient moins destinées à comprendre qu'à éprouver. À demi-mot, il laissait entendre que la présence de Marcus au sein de l'entreprise reposait sur un équilibre fragile, dépendant presque exclusivement de la santé d'Evelyn. Cette insinuation finit par prendre une forme plus directe, plus cruelle encore, lorsqu'il suggéra que le stress et les combats internes accéléraient le déclin d'une femme déjà affaiblie par l'âge et les blessures du passé. Ces paroles frappèrent Marcus plus durement qu'il ne l'aurait cru. L'idée d'être, même indirectement, une cause de souffrance pour Evelyn le hantait. Un soir, sans prévenir, il se rendit chez elle. Il trouva une femme fatiguée,
certes, mais toujours droite dans son fauteuil, l'esprit vif malgré les signes évidents d'épuisement. Il y avait eu des hospitalisations, des malaises, des rappels constants que le corps avait ses limites. Marcus sentit une décision se former en lui, celle de renoncer à tout pour lui offrir la tranquillité qu'on prétendait lui enlever. Evelyne l'écouta en silence, puis répondit avec une franchise désarmante. Elle lui confia que, bien avant leur rencontre, elle se sentait déjà brisée. La solitude l'avait vidée de son énergie, et chaque matin était devenu un combat sans but. Depuis l'arrivée de Marcus et de Lily dans sa vie, quelque chose s'était rallumé. Elle avait retrouvé une raison de se lever, de lutter pour des valeurs qui dépassaient les chiffres et les bilans. Elle expliqua que se battre pour un changement réel ne l'épuisait pas, mais lui redonnait vie. Abandonner maintenant reviendrait à offrir la victoire à ceux qui prospéraient sur la peur et la résignation. Marcus comprit alors que rester était la seule décision honnête. Il posa néanmoins une condition: qu'Evelyne prenne soin d'elle, réellement, sans se cacher derrière une façade de force. Ils conclurent cet accord silencieux, non comme une alliance contre quelqu'un, mais comme un engagement commun envers le sens qu'ils avaient retrouvé. À l'automne, le bâtiment restauré fut achevé. Les murs avaient retrouvé leur noblesse, les détails d'origine dialoguaient harmonieusement avec les aménagements modernes, et l'ensemble semblait raconter une histoire continue, respectueuse du passé et ouverte à l'avenir. L'inauguration fut fixée à la fin du mois de novembre. Journalistes, responsables municipaux et représentants de diverses institutions se pressèrent pour assister à l'événement, s'attendant à des discours habituels sur l'investissement et la croissance. Lorsque vint le tour d'Evelyne de prendre la parole, elle surprit l'Assemblée par sa sincérité. Elle parla de son parcours, de l'empire qu'elle avait construit au prix de nombreux renoncements. Elle admit avoir appris à compter les millions sans savoir compter les moments partagés. Elle raconta comment, lors d'un soir de Noël où elle se croyait définitivement seule, une enfant et son père avaient simplement choisi de ne pas détourner le regard. Ce témoignage, dépourvu de tout artifice, toucha bien au-delà des attentes. Il ne s'agissait plus d'un bâtiment ou d'une entreprise, mais d'une vision où la valeur humaine retrouvait sa place. Ce jour-là, son fils était présent. Il observait sa mère différemment, découvrant une femme qu'il croyait connaître, mais qu'il voyait enfin vivre. Après la cérémonie, il s'approcha d'elle, sans discours préparé, et l'enlaça simplement. Ce geste, longtemps attendu, scella une réconciliation silencieuse. Evelyne sentit un poids se dissiper, une blessure ancienne commencer à cicatriser. Les célébrations qui suivirent ne furent ni ostentatoires ni formelles. Elles ressemblaient davantage à une réunion de proches qu'à un événement mondain. Lily, rayonnante, tenait la main d'Evelyne avec une fierté enfantine, tandis que Marcus se tenait à leur côté, conscient d'avoir trouvé une place qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Les applaudissements semblaient saluer non seulement la réussite du projet, mais l'idée qu'une opportunité sincère pouvait transformer des vies. Les mois suivants apportèrent une nouvelle épreuve. Les médecins diagnostiquèrent chez Evelyne une maladie qui laissait peu de place à l'espoir de longues années. Elle accueillit cette nouvelle avec une étonnante sérénité. Plutôt que de s'attarder sur ce qu'elle ne pouvait changer, elle choisit de consacrer son énergie à ce qui comptait réellement. Elle signa les documents nécessaires pour assurer la pérennité du département de Marcus, consolida le programme d'apprentissage et fixa un cap clair pour l'entreprise afin que les principes qu'elle avait redécouverts survivent à son absence. Elle demanda surtout à ceux qu'elle aimait d'être présents, ici et maintenant, sans attendre un futur incertain. L'année suivante, lors d'un nouveau matin de Noël, ils se retrouvèrent tous ensemble. Evelyne était plus fragile, mais son regard était apaisé. Lily lui offrit un dessin représentant des personnages, se tenant par la main. Au centre, une femme en fauteuil roulant. En dessous, les mêmes mots qu'autrefois, tracés avec soin. La famille, c'est l'amour. Evelyne serra le dessin contre son cœur, consciente que cette phrase résumait désormais toute sa vie. Lorsque la maison se vida après les fêtes, elle ne retomba pas dans le silence d'antan. Les rires avaient laissé une empreinte durable et les souvenirs remplissaient chaque pièce. Evelyne savait qu'elle n'avait pas tout réparé, qu'elle n'avait pas récupéré le temps perdu, mais elle avait fait le choix le plus important. Elle avait choisi les personnes plutôt que les possessions, la présence plutôt que le contrôle. Et dans ce choix, elle trouva enfin la paix qu'aucune richesse n'avait jamais pu lui offrir.
Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Écris en commentaire de quelle ville tu regardes cette vidéo. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette histoire en ce moment et lance la suivante sur la chaîne.